Alors, Oscar Freisinger, vous êtes fait discret sur la scène médiatico-politique. Comment allez-vous? Bah, plutôt bien, donc cela fait une année maintenant, une année et demie que on peut dire que je fais un peu l'ermite plutôt dans mon chalet, et ce qui me permet de méditer, de réfléchir, de faire le point, de lire énormément, d'écrire encore plus. Donc c'est une vie quasiment rêvée pour quelqu'un qui aime les lettres, quoi. Alors, des bruits insistants dans les médias, notamment durant le mois de juillet, annoncent votre retour en politique. Qu'en est-il? Alors, en tant que citoyen critique et responsable, évidemment, on ne peut pas faire abstraction de la politique. Elle nous accompagne dans notre vie, qu'on le veuille ou non, hein. Si on s'en occupe pas, elle ne nous oublie pas, ça c'est sûr. Ça c'est une chose. Alors, je ne peux pas rester insensible à ce qui se passe dans le monde, évidemment. Euh, mais je ne vais plus retourner dans la politique politicienne. Donc, ça a été une phase de ma vie. J'ai mis 20 ans là-dedans. C'était quelque chose qui, à ce moment-là, bon, bah, c'était imposé comme tel. Et puis, maintenant, le combat va continuer, mais simplement d'une autre manière. Je crois que ce sera plus du combat d'idées. Ça sera moins ce combat donc, où il faut absolument être élu, où finalement on est pris dans un carcan qui nous laisse quand même peu libres. Donc je veux retrouver cette liberté de pouvoir m'exprimer vraiment sans entrave, sans avoir toujours le souci de ce que ça pourrait avoir comme écho, etc. etc. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. Et il faut surtout que cet engagement puisse être parallèle avec mon activité d'écrivain. Donc il ne faut pas que ça encombre trop mon activité d'écriture, parce que c'est quand même ça la priorité. Donc j'imagine, mais il faut voir exactement encore comment ça se fera dans la réalité vécue, mais une activité parallèle. D'un côté, une sorte d'esprit libre et indépendant qui commente la politique, et puis de l'autre côté, un écrivain qui publie des œuvres avec une plus grande envergure, quoi. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du 50e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Vous aviez à peine 8 ans à l'époque. Avez-vous un quelconque souvenir de cet événement? Alors, cette invasion-là, j'avais 8 ans, donc oui, effectivement, et donc j'ai pas cet aspect-là qui m'est resté croché dans la mémoire. Par contre, je me souviens d'un matin où j'entre dans la cour d'école de l'école primaire de la Planta. À ce moment-là, c'était l'école primaire de la Planta, où un de mes copains, un camarade de classe, qui vient en face et qui me dit: on a assassiné Robert Kennedy. Donc ça m'est resté. C'était peut-être la première information politique dont j'ai consciemment pris acte et qui m'est resté dans la mémoire. On a tué le frère de l'autre qui avait été tué avant, mais là j'avais, je crois, 3 ans, c'était Oui, en oui, 63 me oui, semble-t-il. oui. Donc ça, je me souviens pas. Mais le frère, oui, Robert Kennedy, ça je m'en souviens. Et effectivement, ça a été quelque chose d'assez traumatisant, puisque on voit qu'à un certain moment, ces soi-disant démocraties populaires, république populaire, n'avait de populaire et de démocratique que le nom, Mm, et que en fait c'était une sorte de collectivisme imposé, mm. comme le communisme l'a fait partout, hein. Donc, dans les années qui ont suivi l'invasion de la Tchécoslovaquie, le pays a connu une forte émigration, quelques centaines de milliers de personnes. 15 000 Tchécoslovaques ont même trouvé refuge en Suisse. Ouais. Certains lobbyistes pro-immigration tentent de faire un parallèle entre l'accueil généreux des pays occidentaux envers ceux qui fuyaient les régimes communistes et l'actuel manque de volonté des anciens pays communistes à accueillir les migrants. Que leur répondez-vous? Mais d'abord, nous ne sommes pas dans la même échelle. Vous avez un continent qui est en train de se vider de sa substance essentielle, parce qu'il faut bien voir que ceux qui quittent sont souvent les plus dynamiques, à la rigueur, d'une société. Et on est en train de saigner à blanc l'Afrique, qui aurait besoin de personnes là-bas pour se reconstruire. C'est donc pas comparable à ce niveau-là, c'est pas comparable au niveau du nombre. Vous avez des nombres actuellement qui dépassent tout entendement, donc c'est plus une invasion qu'une simple immigration contrôlée, c'est complètement désordonné et incontrôlé. Ensuite, il y a le clivage culturel et religieux. Vous aviez là une population tchécoslovaque qui, quelque part, et c'est l'Europe, c'est quand même des valeurs qui sont plus ou moins communes. Là, on doit gérer une population qui a
des valeurs qui sont souvent aux antipodes des nôtres, ou bien une vision du vivre ensemble, de la société, de l'État, de l'égalité homme-femme, des droits de l'enfant, etc., qui sont absolument même pas compatibles avec notre État de droit, donc qui doivent faire un gros pas d'adaptation s'ils veulent être compatibles avec notre système, ce qui n'est pas une réussite dans beaucoup de banlieues en Europe. Nous avons plus une parallélisation de société qui en fait vivent selon des règles totalement différentes. Je prends par exemple la France où on pense, j'ai vu des estimations de médias tout à fait sérieux en France, si ça existe encore, qui disent qu'en fait, il y a environ 300 000 à 500 000 personnes en France actuellement qui vivent sous le régime de la polygamie, alors que la polygamie est interdite par l'État. Ça pose quand même un problème, où finalement nous avons des lois, mais elles ne sont plus respectées, et on tolère qu'elles ne soient plus respectées au nom du multiculturalisme. Attention, parce que vous remettez en question la notion d'unité du droit, le ferment même de l'état de droit qui est construit autour d'une constitution et de lois qui en découlent, et où tout le monde, dans un territoire donné, régi par une certaine loi, doit être traité de la même manière. Et tout à coup, vous avez là une application à géométrie variable qui remet en question la notion même de citoyen, la notion même du vivre ensemble, la notion d'unité, et vous avez une sorte d'atomisation de la société que nous sommes en train de constater. Et ça nous allons en payer la facture dès qu'il y aura la première crise financière ou économique majeure, lorsque tout à coup on se bat pour la survie, la survie purement matérielle. Alors là, je peux vous dire, ça va pas être joli à voir. Je pense qu'on va assister à ce moment-là à une recrudescence de la violence urbaine, de type de violence plutôt qui s'apparente à une sorte de guerre civile latente, qui nous pend au nez. Mais pour le moment, ça va. On peut encore payer suffisamment des populations qui sont à l'assistance sociale, etc. Mais quand les moyens ne seront plus là, ces gens-là, peut-être, se révolteront de manière assez violente. La réticence concernant l'immigration n'est plus confinée aux pays du groupe de Visegrad. L'Italie de Matteo Salvini a mis un coup d'arrêt à l'activité des ONG dans les ports italiens. Avez-vous un commentaire à faire à ce propos ? C'est une vraie industrie. Je veux dire, les ONG font leur bord avec ça. Ils vivent de la misère des autres, finalement. C'est une hypocrisie parfaite. L'appel d'air qu'on a fait à un certain moment, et Merkel est très responsable pour cela, donc elle dit on va réussir ça, on prend 1 million. Nous faisant croire que c'est des familles entières qui viennent. On voit sur les photos, là les médias sont absolument honteux dans leur manière de procéder. On voit des femmes, des enfants, alors que c'est 90% c'est des jeunes hommes entre 18 et 25 ans. Et donc souvent c'est encore favorisé par les États dont ils sont issus. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à entrer dans le gâteau, et puis ensuite les parts de gâteau sont renvoyées vers le pays d'origine. Donc il y a un jeu de dupes là qui est extraordinaire. Ensuite, l'appel d'air provoque le nombre de noyades que l'on connaît. C'est dramatique, finalement. C'est parce qu'il y a cet appel d'air que de plus en plus de gens essaient de traverser la Méditerranée et mettent en péril leur vie. Et donc, c'est une politique qui est totalement aberrante et qui ne correspond absolument pas aux accords de Schengen-Dublin. Moi, je me souviens quand je m'étais battu là contre. On avait dit au peuple suisse, mais pas de problème, c'est la solution pour gérer l'immigration entre Dublin et Schengen, et les accords de Schengen. Or, on s'aperçoit que l'un des principes fondamentaux, et ça je l'avais déjà dénoncé en 2005, c'est que la frontière extérieure soit étanche. Et à ce moment-là, à l'intérieur du dispositif, vous pouvez effectivement introduire une sorte de libre circulation sans plus de contrôle vraiment sérieux aux frontières. Et puis, deuxièmement, dans le système Dublin, il faut que tout le monde joue le jeu. Or, on s'aperçoit que tout le monde ne joue pas le jeu. Chacun y va sa petite partition personnelle, et que les frontières extérieures ne sont pas étanches. Le seul qui les rend étanches, c'est Orban. Et Orban s'est fait critiquer par tous les autres pays qui ne respectaient en aucun cas les accords de Schengen qu'ils avaient signés. Lui, il se fait critiquer en étant le seul qui les respecte, parce qu'il a dit, moi, c'est la frontière extérieure, je la rends étanche. Et c'est les accords de Schengen. Maintenant, vous me reprochez d'appliquer les accords que vous avez signés avec moi. Voilà un peu l'hypocrisie et l'absurdité de ce qui est en train de se passer. Alors Salvini ayant un peu plus de courage et de poil au cul que certains autres, il a dit non mais stop, on met un message très clair, c'est terminé, il n'y en a plus un qui entre dans les ports italiens. On s'aperçoit tout à coup que le flux se déplace. Le flux se déplace maintenant vers l'Espagne, où il y a un Premier ministre qui lui dit « Je vais accueillir l'Afrique entière ici chez moi ».
ben voilà, ben il va aller à un certain bout, et puis quand il va s'apercevoir que ça crée des problèmes sociaux impossibles à résoudre, ben il va aussi, à un certain moment, devoir agir, ou bien alors il va être balayé, puis une autre équipe prendra le pouvoir. Donc on ne peut pas pratiquer une politique à ce point irresponsable où l'on fait miroiter à des centaines de millions d'individus un monde paradisiaque, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité qui les attend, hein, parce qu'il va falloir bosser ici. Alors qu'en Afrique, on sait très bien, hein, 90% de ce qui est fait en Afrique, c'est les femmes qui le font. C'est les femmes qui travaillent. C'est pas les hommes. Vous vous laissez gérer les choses par les hommes, ça part en couille. C'est les femmes qui s'occupent. Et donc, faire venir ces gens-là et nous faire croire que c'est ça le renouveau de l'économie européenne, moi j'ai un peu de peine à croire, donc ça me semble absurde. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, et je pense que c'est la seule politique intelligente, il y a deux axes. Le premier axe, c'est cesser ce comportement de néocolonialisme, c'est-à-dire cette forme masquée de colonialisme qu'on pratique depuis la décolonisation. Parce qu'on n'a pas arrêté, on les a fait plonger les pays africains dans le piège de l'endettement, pour ensuite mieux pouvoir mettre en place quelques dictateurs qui nous permettent d'accéder aux matières premières à bon prix, et on est en train de vider ces pays de leur substance sans avoir besoin de les occuper militairement. C'est ça l'hypocrisie du système actuel. Et les Américains sont, alors l'OTAN en général, sont des champions là-dedans, mais les Chinois s'y sont mis aussi, faut pas en croire, on n'est pas les seuls. Et la deuxième chose, c'est d'essayer donc de leur permettre de vivre dignement sur la terre de leurs ancêtres, c'est-à-dire l'aide au tiers-monde là-bas sur place, mais une aide intelligente, avec un suivi structuré, pas simplement aligner des milliards, ce qu'on a fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, en s'apercevant que ceux qui ont reçu le plus d'aide au développement sont les pays qui vont le moins bien. Donc c'est inversement proportionnel au montant qu'on a reçu. Parce qu'évidemment, en Afrique, il y a quand même cette tendance à se dire, bon, j'ai qu'à tendre la main, on me donne, ben je prends. Regardez, par exemple, Yassir Arafat et les Palestiniens, c'est incroyable les milliards qui ont été investis là-bas, et cet argent disparaît dans la corruption. Donc c'est inutile de pratiquer de cette manière. Par contre, aller sur place, les former, par exemple, creuser des puits, etc., montrer comment on peut construire quelque chose, et essayer de les rendre autonomes dans la gestion de ces techniques et d'une agriculture du cru, etc., etc., et ensuite payer des prix justes, ça me semble correct. Et à ce moment-là, on verra que la cohabitation pourra toujours avoir lieu. Je reste convaincu que l'immigration en soi, je suis fils d'immigrés, mon père est arrivé d'Autriche dans les années 50, l'immigration en soi est bien, du point de vue culturel, du point de vue génétique, du point de vue économique. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est toujours des gens qui sont déplacés, ça crée une certaine dynamique. Par contre, si vous ne mettez pas des garde-fous et vous pratiquez ça d'une manière totalement incontrôlée, avec des intérêts masqués, cachés, non avoués derrière, d'affaiblissement par l'immigration de certaines populations, voire de remplacer quasiment certaines populations par une masse de gens qu'on importe, à mon avis, là, c'est pas correct. Et c'est pas quelque chose d'harmonieux, et ça n'apporte rien à personne. L'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit a plaidé la semaine dernière pour la création d'une agence européenne des réfugiés avec un budget conséquent, regrettant que l'UE n'ait à ce jour pas de stratégie sur la question de l'accueil des migrants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, il faut créer une agence, il faut créer des commissions, il faut créer... Non mais ça on connaît, donc quand on n'a pas de solution, on crée des commissions. Donc là, il faut créer une agence, et puis ça va être blablabla, beaucoup d'argent distribué, et rien de concret finalement. Je n'y crois pas un instant. Ce qui est la seule chose en politique qui fonctionne, c'est d'arrêter de vouloir faire de la politique des bons sentiments. On ne fait pas de bonne politique avec des bons sentiments. De vouloir être tout le temps le gentil. À un certain moment, il faut faire ce qui est juste, ce qui s'impose, en ayant la vision de ce que pourrait impliquer un certain comportement que j'ai en tant que politique. Cette responsabilisation-là des individus, il faudrait qu'elle existe dans le corpus des politiques. Mais les politiques n'agissent qu'à courte, voire moyenne échéance. Ils ont été élus 4 ans, 8 ans, c'est relativement court. Ils n'ont pas à assumer la plupart des décisions qu'ils prennent. Donc, ils vont au plus pressé,
Ils font ce qui est bon pour le moment pour leur électorat et pour leurs avantages personnels, mais ils ne pensent pas à longue échéance. Quand je vois ce que Merkel a provoqué en Allemagne avec son Wir schaffen das, au moment où elle dit, voilà les gars, nous on ouvre tout. Mais c'est ahurissant. Et je vois maintenant que passablement d'Allemands la rendent directement responsable pour leurs filles violées, pour la criminalité qu'ils ont par la force des choses, vu comment dire, ce hiatus qu'il y a culturellement, cette violence qu'ils ont importée et qui les touche directement dans leur chair. Donc on ne peut pas ensuite dire « Ah mais mon intention était pure, moi je suis ouverte et tolérante, je suis une bonne âme » et ne pas avoir imaginé que l'être humain n'est pas tel que je l'aimerais, mais qu'il est tel qu'il est, c'est-à-dire que parfois il est mesquin, parfois il est lâche, parfois il est faible, il a des fois il est très noble, il est généreux, mais il y a tout. Ça n'existe pas l'être humain parfait comme se l'imagine la gauche, qui est toujours tolérant, toujours intelligent, toujours ouvert, qui dit jamais de conneries, qui est jamais rond, qui n'est jamais irrespectueux. Bah, attendez, cet être humain-là n'existe pas. Soit c'est Dieu, soit c'est un cadavre, mais enfin, voilà. Donc les êtres humains, ils sont comme ils sont. Et la politique qu'on fait, on doit la faire pour des êtres humains tels qu'ils sont dans la réalité vécue et pas tels qu'ils sont selon un idéal absurde qui n'existe pas sur cette terre. Le 25 novembre prochain, le peuple suisse se prononcera sur une initiative populaire intitulée « Le droit suisse au lieu de juge étranger ». Quel pourrait jouer le rôle de cette initiative dans le domaine de l'asile ? Bien, la Suisse a été construite sur le principe même de l'indépendance, c'est-à-dire que les trois paysans là, qui ont prêté serment, si on prend d'ailleurs la lettre confédérale, on voit que l'esprit, ça a été de dire, non, mais enfin, ce qu'on peut décider nous-mêmes, on va le décider nous-mêmes. Déléguer le pouvoir de décision, c'est toujours se faire imposer ce qu'on n'aimerait pas se faire imposer. Donc si on peut décider nous-mêmes, d'abord la décision elle est plus proche de notre réalité, elle prend mieux en compte notre vécu, elle est plus pragmatique. On s'aperçoit que partout où existent des formes de démocratie directe, les impôts sont environ un tiers moins élevés que partout où vous avez une sorte de gouvernement particulièrement centralisé comme en France, ou des choses comme ça. Donc, de pouvoir décider par soi-même, c'est élémentaire, et on s'aperçoit que de plus en plus, nous ici, basés sur la démocratie directe, sur une légitimité qui est quand même donnée par quand même une force très très forte du peuple, tout à coup doit se soumettre à un droit diffus qui est déterminé par des gens qui, eux, sont cooptés, ou n'ont pas de légitimité politique, juridique, électorale. Donc ils sont dans une sorte de vase clos. Ils décident selon, évidemment, ceux qui commandent, ceux qui les ont nommés, ceux qui les payent. Et ce groupe-là, cet aérophage-là, devrait être considéré comme plus légitime, pour dire le droit, qu'une population qui se donne elle-même sa constitution, ses lois, et qui est constamment à même de renouveler ou de faire avancer le droit. Moi, j'y crois pas un instant. Donc, on s'aperçoit que cette soi-disant justice ou le droit international est à géométrie variable. Je vous donne un exemple concret. Le Kosovo, où l'OTAN, il n'y a pas de décision de l'ONU là-dessus, l'OTAN décide qu'une province d'un pays autonome, souverain, indépendant, devient un pays, voilà, on l'a décidé. Et ça pose aucun problème juridique. Les Russes, ils font voter en Crimée, sur la base d'un référendum, qui décide, et c'est la même situation, et la Crimée donc décide de rester auprès de la Russie, et là tout à coup c'est un énorme problème de justice, donc de droit international, qui amène les Américains à prononcer des sanctions, à sanctionner même avec les smart sanctions des personnes individuelles, contre toute notion de droit. Il n'y a pas de condamnation, rien, pas de procédure judiciaire préalable, et un type est soumis à des sanctions, simplement parce qu'il est membre du Parlement du pays qu'on veut sanctionner. C'est absolument intolérable. Voilà ce qu'est le droit international. C'est simplement un instrument à géométrie variable dans les mains de ceux qui détiennent le pouvoir. Et les plus puissants, pour le moment, c'est encore les Américains. Et c'est eux qui déterminent le jeu. Voilà ce qu'est le droit international. Donc, moi, quand on me dit qu'il faut absolument que le droit international soit supérieur au droit suisse, aux lois qu'on se donne nous-mêmes, à la démocratie directe et toutes les institutions qui fonctionnent en Suisse, quand on voit qu'on est un exemple pour la planète entière, j'ai quand même un peu de peine avec ça. D'autant plus qu'on fait comme si c'était quelque chose d'absolument extraordinaire et qu'on sortirait complètement du concert des nations. Ah ben non, je vous rappelle que les Allemands, qui n'ont pourtant pas de constitution, ils ont juste un Grundgesetz, les Allemands
clairement pratique ce que nous on demande à travers cette initiative, c'est-à-dire que le droit allemand est considéré comme supérieur à quelques décisions qui viennent de Bruxelles ou de Strasbourg. Donc ils ont la primauté de leur Grundgesetz et de leur loi sur le droit supérieur, entre guillemets, international. Les Allemands l'ont à l'heure où on se parle, et ça se pratique. Et ils sont membres de l'Union européenne. Et nous, qui sommes un pays souverain qui n'est pas membre de l'Union européenne, nous devrions nous soumettre à ces dictats qui nous viennent et qui sont souvent franchement discutables. Alors on va terminer par vos projets pour l'avenir. Votre livre, Le côté obscur de la lumière, qui sonne comme un oxymore, va sortir bientôt. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bah oui, j'ai là un exemplaire, c'est une préimpression, donc voilà un peu le livre. Donc le côté obscur de la lumière, ça sort en fait le 31 août, donc d'ici, c'est bientôt, quoi, c'est dans 2 semaines. Et donc il y aura un vernissage donc, à la librairie Payot à Sion à 17h le vendredi 31 août. C'est un peu, je retrace un peu les événements entre juin 2016 et juillet 2017. L'écriture du livre se recoupe partiellement avec ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est une analyse assez approfondie de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et au fond, je le dis d'ailleurs sur le 4e de couverture, c'est un peu expliquer l'art de faire pousser des roses sur la fumacière de la politique. Donc ça, c'est un peu ça l'idée. Ça, c'est le bouquin qui est maintenant prêt, qui va être publié en 2 langues d'ailleurs, en français et en allemand. Ils sont en même temps, j'ai tout reproduit en allemand. Et puis ensuite, j'ai d'autres projets de textes. Actuellement, je travaille sur un texte qui se passe dans le désert, dans le Ténéré, donc c'est auprès des Touaregs. Et c'est un peu le choc entre 2 conceptions de la vie et 2 civilisations. Vous avez d'un côté les nomades, qui sont, si on veut, par la configuration géographique et climatique de leur milieu, forcés à gérer le manque, ce qui exige d'eux une incroyable discipline, des respects de lois invisibles, etc., etc. Et vous avez en face une société qui se prétend civilisée et libre, la jungle des grandes villes. Et comme le nom vient de l'indiquer que j'ai utilisé, la jungle des grandes villes, on s'aperçoit que c'est peut-être chez les nomades du Ténéré que la civilisation est plus avancée que dans le chaos des grandes villes modernes actuelles où finalement c'est le grand n'importe quoi. On se demande où il y a le plus grand degré de civilisation et la définition de la liberté individuelle. Comment est-ce que l'on définit cela? Je voudrais que les Touaregs, qui sont des berbères, hein, qui ont été islamisés sur le tas, etc., qui sont assez souvent influencés par le soufisme, mélangés à un certain animisme, ils ont une conception de la liberté qui est basée sur la responsabilité individuelle. Et l'harmonie entre l'homme et la femme, etc., responsabilité individuelle, quelques principes fondamentaux de l'existence que la vie leur dicte, alors que la liberté telle qu'on essaye de nous la faire concevoir en Occident, c'est consomme le plus possible n'importe quoi, n'importe comment, fais tout ce que tu veux, une sorte de liberté qui repose sur la déresponsabilisation des individus. C'est complètement idiot. C'est le pire des esclavages qu'on puisse s'imaginer. Voilà un peu le thème de ce livre. Ensuite, j'ai une comédie musicale qui est composée et que l'on va mettre donc orchestrer, mettre en scène, des projets de chansons aussi, j'ai envie de recomposer quelques chansons, etc. Et puis d'autres projets de livres dont j'ai déjà des concepts assez précis dans la tête. Mais pour le moment, bon, c'est bon, j'ai assez, je ne chôme pas et j'ai le grand bonheur de pouvoir écrire énormément, une activité qui m'a toujours tenu à cœur et j'ai malheureusement, par mes activités accessoires, ces dernières décennies, j'ai pas eu assez le temps, même si j'ai publié 16 livres en environ 15 ans, la moitié en allemand, la moitié en français. J'avais toujours mauvaise conscience quand j'écrivais. Je devais, comment dire, me hâter pour trouver un moment pour écrire. Et donc, c'était pas une situation agréable parce que c'était sous pression. Et là, actuellement, j'ai pu écrire, par exemple, cet ouvrage et celui que je suis en train d'écrire maintenant, sans la moindre pression, en laissant vraiment les idées mûrir dans sa tête, en les reprenant, en se donnant beaucoup plus de temps, et ça se sent quand même sur le texte, parce que ça lui donne une profondeur que dans la hâte, on a peine à réaliser, c'est clair. Merci, on se réjouit de vous lire alors. Merci.